Bonsoir à tous. On va parler biohacking avec mon compère et téléportation. On va vous téléporter dans les moyens d'aller explorer dans le corps pour vous améliorer. Alors, pas de manière ultra technologique comme ça pourrait le lancer croire, mais de manière naturelle. Leonardo, bonsoir. Bonsoir, salut Fabien. Ouais, ravi de te retrouver. C'est un deuxième, troisième live, je crois qu'on fait. On avait fait des lives sur Facebook. Et puis là, bah, Yes. c'est un live qu'on fait sur plusieurs canaux, un live interactif où on sera avec les gens dans le chat pour échanger avec eux avant de faire une vidéo en vrai en se rencontrant, parce qu'on ne s'est toujours pas rencontrés, pour là faire des techniques respiratoires dans la nature, au soleil, et Ouais, partager bah, ce qu'on aime, c'est-à-dire améliorer la santé de manière naturelle en ayant puisé dans les ressources du corps et de manière argumentée. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter déjà par rapport à ça pour ceux qui ne te connaîtraient pas? bah, bien sûr. Donc, ravi aussi de continuer ces échanges. C'est toujours, on s'amuse, on partage. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Donc, moi, je m'appelle Leonardo Pelagotti. Je suis fondateur d'Inspire Potential, coach en respiration et auteur d'un livre de la maison d'édition Exuvie. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est pas, c'est une maison d'édition obscure, je sais pas trop. Obscur, c'est ça. Un livre sur la respiration. Je suis coach en respiration, notamment dans les programmes de Patrick McKeown, qui vient de Buteyko, qui on connaît aujourd'hui sous le nom de Oxygen Advantage. Et je suis aussi, bien sûr, instructeur expérimenté de la méthode Wim Hof. Et je travaille avec Wim, des Iceman. Voilà mon introduction en quelques mots. Et puis surtout, on va dire, tu n'es pas quelqu'un que théorique, tu fais beaucoup de stages, c'est-à-dire tu es au contact de personnes qui veulent améliorer leur santé, donc tu fais beaucoup, tu travailles beaucoup sur l'hormèse, la respiration, les bains froids, et tu fais plusieurs dizaines de stages sur l'année avec ta compagne Élise, et donc vous êtes vraiment sur le terrain et vous voyez comment vos méthodes, elles fonctionnent, et puis vous améliorez en permanence. Exactement, bien dit. En intégration, effectivement, dans les cadres des Inspire Potential, on organise des stages sur le terrain. Donc, c'est des stages de respiration de la méthode Wim Hof. Il y a les froids, il y a les saunas, il y a les mouvements physiques, il y a vraiment plein de pratiques concrètes, parce que c'est ce qui nous intéresse, comme tu disais, c'est la pratique. Et autour de l'hormèse, pour ceux qui parlent hormèse, autour des méthodes, si on parle des méthodes Wim Hof, Oxygen Advantage ou encore des yoga, parce que ma compagne Elise est aussi prof de yoga, donc c'est dans cet univers-là qu'on baigne. Super. Alors ce soir, là, on va parler de différentes choses, surtout biohacking. Dans les premières vidéos, on avait parlé respiration, technique respiratoire, donc on avait partagé autour de la cohérence cardiaque. Pour les personnes qui avaient des troubles d'insomnie, pour se stimuler aussi, donc c'était des vidéos théoriques et pratiques. Et là, Yes. ce soir, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de parler du biohacking, parce que la biohacking, ça regroupe différentes choses. Ouais. Dans les lunettes, voilà, c'était une blague, mais aussi il y a un Ah raison. bah non, on blague, mais pas trop en fait. Et moi d'ailleurs, c'est des lunettes, si vous regardez, des lunettes à trous pour la rééducation Ah. visuelle, pour les exercices oculaires. Et donc, voilà, j'ai biohacké mes yeux à force de regarder les écrans. Et Ouais. donc, le biohacking, ça comporte plus d'autres choses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le biohacking et qu'est-ce Oui, qu'on retrouve dans le biohacking? oui, tout à fait. Parce que, en fait, pourquoi parler des biohacking ce soir? Parce que nous sommes ensemble, comme tout le monde le sait, très pro-nature et méthode naturelle. Donc, si on entend biohacking, on pense qu'on va partir à faire des modifications de l'ADN ou avoir des machines tout autour de nous. Mais ça peut être dans des films de science fiction. En réalité, les biohacking, là, on parle de biohacking naturel. Donc, ça veut dire des méthodes, des pratiques, une approche à l'optimisation des lois de la vie et de l'homme, de la biologie, justement pour hacker la vie. Ça veut dire l'optimiser. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux vous parler de biohacking ce soir. C'est pas parce que le biohacking pourrait être aussi technologique, il pourrait être avant-gardiste, futuriste. Alors, moi, c'est vraiment simplement les biohacking naturels. Ça veut dire les techniques, les méthodes, ce qui existe en nous et autour de nous pour optimiser notre santé, notre vie, être bien. Donc voilà les biohacking. Donc c'est toute une série des pratiques. On y retrouve notamment la respiration,
Et je pense que la respiration est vraiment les premiers outils de biohacking que l'homme a. C'est pour ça qu'on parle des respirations et biohacking. Et justement, dans les livres, c'est les deuxièmes titres, les sous-titres, c'est la voie du biohacking. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voulait vous en parler. Dans cette optique où la respiration est un outil sur lequel on peut travailler pour modifier notre physiologie, notre corps, notre mental, pour être bien. Et après, il y a plein d'autres techniques du biohacking, les éléments du biohacking, les bains froids, les jeûnes intermittents, les contacts avec la nature, le sport, l'entraînement à haute intensité, la thérapie à infrarouge, les saunas. En fait, compléments alimentaires, il y a plein de choses naturelles sous lesquelles les biohacking... Le jeûne. Jeûne, bien sûr. Et j'ai posté dans le chat une vidéo YouTube de toi où tu parles de biohacking. Comme ça, si les gens veulent aller regarder. Justement, avec les lunettes qui filtrent la lumière bleue. C'est ça. C'est un peu l'exemple du biohacker aujourd'hui. On voit Dave Asprey, les Bulletproof Coffee. On voit Ben Greenfield ou Tony Robbins. Ils ont tous ces lunettes qui sont orange ou rouge pour bloquer toute la lumière bleue des écrans. Mais en réalité, voilà, les lunettes rouges, là, c'est un peu la même chose, mais ça bloque tout sauf les rouges, donc plus efficace. C'est pour ça les lunettes au début. Voilà, il faut leur expliquer. Exactement. Et puis donc là, je partage justement la vidéo de toi où on voit sur ta chaîne. Ça c'est notre encore. Voilà, respiration et biohacking. Donc où il y a différentes choses. Et ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube, donc Inspire Potential, où tu fais différentes vidéos sur la respiration, sur la méthode Wim Hof, etc. Donc où les gens peuvent aller jeter un œil. Oui, exact. Et donc, voilà, il y avait aussi, si ça intéresse les personnes qui veulent développer plus, tu avais publié sur le blog d'Exuvie un article sur le biohacking également. Donc là, je vais le partager aussi. Donc, ça donne une possibilité de voir bien, voilà, là, on voit donc où tu détailles qu'est-ce que le biohacking. Donc, tu parlais de Tony Robbins. Eh ben, oui, voilà. C'est des exemples de personnes qu'on connaît, comme Tony Robbins, qui pratiquent finalement le biohacking et qui les met beaucoup en avant. Avec un terme anglais, bio et hacking, il n'y a pas de traduction française, mais voilà. C'est ça. Je mets le lien dans le chat et vous verrez, vous retrouverez toutes les informations. Et donc, c'est vrai que le terme de biohacking, il peut faire peur. La première fois que j'ai entendu, je dis voilà, on va vers l'homme augmenté parce qu'on parle de ça aussi dans les nouvelles technologies, d'augmenter les capacités cognitives, d'augmenter les capacités intellectuelles, d'introduire des puces dans le cerveau, développer les réseaux neuronaux. Donc là, c'est avec l'hypertechnologie. Sur la Silicon Valley, Google aussi, avec ses filiales, travaille là-dessus. On est d'accord que c'est à l'antithèse de ce que tu proposes, c'est au contraire utiliser nos ressources existantes, les stimuler d'une manière ou d'une autre, les mettre à l'épreuve et puis développer de meilleures capacités d'adaptation ou de développement. On part de nous, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Enfin, on a besoin d'être en relation avec notre environnement, mais on peut le faire par nous-mêmes. Alors justement, si on recentre sur la respiration, qu'est-ce que toi, tu as observé comme résultat et quels outils dans la respiration nous permettent d'augmenter notre potentiel de santé? Oui, tout à fait. Donc, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que déjà naturel, déjà quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre, donc qui fait partie de notre environnement intérieur. Dans les biohacking, on peut aussi prendre des compléments alimentaires qui est extérieur. Les Bulletproof Coffee, c'est quelque chose de marrant, voilà. Mais sinon, ça reste du biohacking naturel. Et la respiration, à mon avis, c'est le premier outil. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur la respiration, j'ai commencé à observer. Donc, il y a une approche d'apprendre à se connaître par les biais de quelque chose. Donc, on pratique la respiration, ça nous fait du bien, mais ça nous montre aussi qui on est, où nous sommes par rapport à notre corps, à notre mental. Et si on fait ça, on s'observe et on écrit, par exemple, sur un cahier, nos résultats, nos sensations, et on peut aussi les coupler avec des mécanismes qui nous donnent un biofeedback. Ça veut dire les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires, la cohérence cardiaque, la variabilité de la cohérence cardiaque, ou encore plein d'autres choses. Finalement, de façon quantitative et scientifique, on a une approche
pour savoir c'est quoi l'effet de ce qu'on pratique sur nous. Et par exemple, voilà, c'est les mêmes buts scientifiques d'étudier qu'est-ce qui se passe pendant la méditation dans les cerveaux. Et on peut faire un peu de la même façon, étudier, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mon système nerveux autonome et central, pendant les techniques de respiration, qui sont en sorte une première étape des méditations. Et donc, moi, j'ai observé la capacité de changer ma physiologie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes résultats. En disant, une technique donne généralement un certain résultat, mais plusieurs techniques ne donnent pas toujours les mêmes résultats. Donc, si on sait qu'une technique donne un résultat, on peut utiliser un ensemble, une palette, une boîte à outils d'exercices pour changer notre physiologie. Et c'est justement l'approche du livre, comme tu as vu. On a des centres d'intérêt, des thématiques, ou même des problématiques à régler. Et finalement, on va utiliser la respiration de façon différente. Et ça, c'est vraiment souligner cet aspect, cet élément. C'est un outil magnifique, mais il est très large. Il faut l'approcher à 360 degrés. Et on doit choisir les bons exercices, la bonne façon de pratiquer pour avoir un certain résultat. Ce n'est pas donc qu'il y a juste une façon de faire et qu'une façon est bonne et les autres sont mauvaises, mais qu'on doit savoir où ça nous amène une technique, où ça nous amène un exercice, pour donc choisir les bons. Et ça, je les souligne parce qu'aujourd'hui, il y a un boom d'intérêt sur la respiration et il y a plein de gens qui m'intéressent, qui pratiquent et qui me demandent c'est quoi la team des respirations, c'est quoi la meilleure ou laquelle il faut pratiquer. Et en fait, ma réponse est un peu toujours la même. Je dis, ça dépend de qui tu es, de quel niveau tu pars, c'est quoi ton objectif. Et finalement, il y a vraiment beaucoup, énorme la quantité des techniques respiratoires qui existent. Moi, je pense que je connais au moins 50. Mais il y a plus, hein. Il y a plus que ça. Moi, j'en connais, j'en pratique une cinquantaine, mais moi, je pense qu'il y a au moins une centaine. Je crois que dans ton livre, il y en a 30. Il y a déjà 30 techniques que tu présentes, qui sont scindées en 5 chapitres. Et puis, justement, tu répartis différemment selon. C'est vraiment une boîte à outils et c'est ce que tu essayes de montrer en stage, dans tes vidéos, puis dans le livre, bien sûr, de dire, en fait, il y a à un moment donné de ton existence, pour ton cas particulier, un outil qu'il est intéressant de développer. Il y a certains outils, ça n'aura pas trop d'effet parce que tu es déjà à un niveau haut. Et puis, il y en a d'autres, ça fera trop d'effet, ça vient de déséquilibrer ton corps parce que c'est trop puissant pour toi. C'est sûr qu'entre faire de la cohérence cardiaque et puis du pranayama, par exemple, on va complètement aller dans des endroits opposés. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'un certain nombre de personnes peuvent aller chercher un résultat trop vite. C'est quoi le meilleur complément alimentaire? C'est celui qui te conviendra le mieux. Et ce qui est valable pour l'un ne sera peut-être pas valable pour l'autre. Et de la même façon que le jeûne intermittent, certains auront avantage à sauter le repas du matin et d'autres auront avantage à sauter le repas du soir. C'est vraiment des techniques à appréhender avec l'expérience, avec la connaissance, puis surtout avec des conseils de personnes qui ont la connaissance théorique, mais surtout la pratique de terrain pour avoir des retours. Tout à l'heure, tu parlais de biofeedback, faut savoir les interpréter. De la même façon qu'aujourd'hui, avec les capteurs, on sait dans quel état d'onde fréquentielle se trouve le cerveau avec tel ou tel exercice respiratoire ou avec tel ou tel mode de méditation. Ça nous permet d'adapter en fonction du besoin de la personne. Quels sont les profils, toi, que tu vois en stage, justement, et puis des cas qui t'ont un peu surpris par rapport à la théorie que tu aurais pu apprendre? Alors moi, je vois des profils qui sont très larges parce que comme j'organise des stages tout niveau, je trouve la personne qui a jamais pratiqué de sa vie, qui connaît pas qu'est-ce qu'est la respiration, qu'est-ce qu'est le yoga, qui fait pas de sport, qui a jamais pratiqué l'effroi, jusqu'à la personne, les sportifs de haut niveau, la personne qui médite déjà, qui pratique du sport, de la méditation, etc. Donc on a tous les niveaux. Tous les âges, parce que j'ai eu des stagiaires qui avaient 9-10 ans, qui arrivaient avec leur famille jusqu'à 80 ans. Toutes les professions confondues, ça c'est assez large. Mais généralement, alors, moi j'ai observé des aspects qui sont récurrents, donc des choses qui tout le monde arrive à intégrer dans ces stages, et des choses qui sont très particulières et subjectives, qui dépendent de la personne. Donc ce qui est transversal, c'est la capacité à aller au-delà de ce qu'on pense être nos limites physiques dès qu'on arrive. Et dès qu'on répare, en fait, on a fait beaucoup plus de ce qu'on pensait.
et on a un peu bouleversé nos croyances limitantes au niveau du mental. Ça, c'est quelque chose d'assez commun. Ça peut être sur l'effroi, ça peut être sur la capacité de faire les exercices de respiration, ça peut être sur la capacité de vivre en groupe, en expérience. Et après, il y a les retours personnels, subjectifs. Et ça, c'est souvent un cas en conditions particulières de la personne. Ça peut être une pathologie physique, ça peut être une histoire personnelle. Et souvent, ces pratiques, ces exercices-là, c'est beau parce qu'ils sont un peu un prétexte. On travaille avec des techniques, on travaille avec des choses, et après, finalement, ça débloque beaucoup plus en profondeur quelque chose qui nous est propre depuis très, très longtemps et qui peut basculer, qui peut évoluer, qui peut se libérer en faisant des pratiques. Et on ne s'attend pas à ça. Ça, c'est marrant. Donc, moi, je ne le dis jamais en avant. Je vous dis, vous êtes là pour apprendre la méthode Wim Hof, à travailler avec l'effroi, la respiration, et vous allez apprendre tout ça, mais en fait, vous allez partir avec quelque chose que vous attendez pas. Et c'est un peu tout le temps le cas. Et avec des très beaux témoignages au niveau physique, par exemple, des personnes qui ont des problèmes d'inflammation, des systèmes immunitaires, des troubles de concentration, etc., qui réparent en étant vraiment mieux. Et s'ils continuent la pratique, ça dure. Ou des personnes qui peuvent avoir des troubles au niveau de l'humeur, par exemple du stress, de la dépression, des problèmes à interconnecter avec les autres et qui répartent beaucoup plus ouverts, beaucoup plus solaires, apaisés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de recours, beaucoup de gens qui sont fatigués. Qu'est-ce que toi, tu vois comme amélioration sur l'état de fatigue? Et puis, quel type d'exercice tu recommandes un peu? Ah oui, ça régénère totalement parce que déjà, dans les stages, on change totalement nos routines. Donc, les matins, on fait toute une routine du matin pour la régénération. C'est respiration, c'est l'énergie, c'est la circulation dans les corps. On fait du mouvement, de l'activation corporelle. On prend du temps pour méditer, pour libérer un peu aussi les blocages. On fait du jeûne intermittent. Donc, en fait, on mange un peu plus tôt les soirs et un peu plus tard les matins. Et on arrive quand même à avoir des plages du repos du système digestif. On essaye de dédier une bonne partie de la nuit au repos parce qu'on a besoin, donc en phase anabolique. On a des moments de connexion à la nature, du grounding, les pieds dans les sols, des immersions dans des lacs froids. Et en fait, on répare régénérer. Parce que ces pratiques-là qui peuvent, dans un premier abord, nous sembler fatigants, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En fait, si on les fait avec la juste vitesse, tranquillement, ça se prend la tête, sont extrêmement régénérantes. Et par exemple, je disais, il y avait une personne qui arrivait totalement épuisée, en burn-out, ou une autre personne qui avait les systèmes immunitaires HS, malheureusement, chimiothérapie, etc. Mais en fait, après 3 à 4 jours, elles retournent à la maison, elles refont les tests, et voilà, c'est double des globules blancs mesurés, une énergie au plafond, on se sent bien, on a la pêche. Ça parce qu'on a changé nos routines, notre façon de vivre la journée a changé notre physiologie, et notre physiologie a changé nos réponses à certaines compensations et symptômes. Et l'énergie croît, parce qu'on élimine toutes les choses qui la font baisser sur un temps court. Après, si on continue à pratiquer, on peut agir sous les mitochondries, sous la santé cellulaire, sous la capacité à générer l'énergie dans les temps, donc dans l'endurance, dans le système aérobique. Et il y a plein de choses, mais la respiration, c'est un outil nécessaire et essentiel pour l'énergie. Donc, si on respire mal, si notre système aérobique et nos mitochondries et nos cellules ne fonctionnent pas correctement, il n'y a pas suffisamment d'oxygénation, on va faire comme ça. On aura des hauts, un moment où on est bien, un moment où ça redescend. Et en fait, finalement, ça ne tient pas dans les temps, donc ça crache. On est d'accord. Et donc, c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin d'y consacrer des heures par jour, mais c'est des exercices adaptés au bon moment, notamment le matin, puis le soir au coucher. Ce que je dis souvent, des exercices pour stimuler le matin, mettre en forme, mettre le starter, et le soir pour faire redescendre la pression, puis évacuer les tensions de la journée. Et comme ça, on n'est qu'en phase anabolique et en phase de désoxydation la nuit, et pas en adaptation encore des tensions corporelles non évacuées, et des tensions nerveuses également. Et la respiration fait une grosse détox. Bien sûr. Ça dépend des techniques, bien sûr,
Mais les techniques qu'on pratique, on est fait plein. Hein. On voit les techniques du livre, on s'est fait tout un après-midi, on voit toutes les techniques du livre, ça intéresse les gens parce qu'on les voit ensemble. Mais on fait aussi des techniques Wim Hof, Pranayama, où la détox est très efficace et très profonde. Parce que par la respiration, on élimine une bonne quantité de toxines. C'est ça que les gens ont du mal à se rendre compte, c'est qu'en naturopathie, on parle souvent des émonctoires, on va mettre en avant les reins, on va mettre en avant les intestins, voire même la peau. Moi, je dis, mais quand vous êtes en jeûne, vous passez pas votre temps à uriner et à déféquer et à transpirer. Qu'est-ce qui fait que vous avez mauvaise haleine? Qu'est-ce qui fait que votre chambre, elle pue? Eh bien, c'est votre respiration, c'est par les voies pulmonaires que ça s'évacue. Et quand on fait, moi je pratique la biorespiration depuis 5-6 ans en stage, dans tous mes stages, et il y a des gens qui s'étaient amusés à se peser avant et après. Dire, moi j'ai perdu 500 grammes, j'ai perdu 600 grammes. Je dis, ben où? Quand? Est-ce que tes habits sont trempés? Ben non. Donc, par l'expiration, Mais, par les atomes de carbone. Et là, c'est vrai que les gens sont surpris. Ils disent, ben, c'est pour ça que je demande aux gens en jeûne, ouvrez votre fenêtre. Nous, on fait des stages dans le même type d'endroit. Hein. Moi, c'est paumé dans la nature, un petit peu d'altitude avec de l'air frais. Et là, les gens comprennent. Et je dis oui, parce que l'urine, c'est visible. Les selles, ça se sent, ça se voit. La transpiration, ça se touche, ça se sent. Mais l'air, son problème, c'est que c'est invisible. Si on arrivait à colorer tout ce qui circule dans notre système respiratoire, tout ce qu'on sort comme déchets, ce serait la première importance qu'on accorderait, quoi. Et ça, et tu sais, c'est très bien ça. Il y a une étude scientifique qui a été publiée récemment sur ça, qui montre où on perd les poids. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, par exemple, de maigrir. Ils font un régime et ils disent bah, j'ai perdu du poids. Et ils pensent que c'est transformé en énergie directement. Mais en fait, ça, c'est une réaction nucléaire. Donc, notre corps n'a pas de réactions nucléaires, sinon, c'est des réactions chimiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait le corps par le métabolisme? Il produit du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est les déchets, entre guillemets. Ce pas des déchets, mais bon, c'est les produits. Et en fait, quand on expire du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme de vapeur. Et ça, c'est le poids qu'on perd. Et bon, on dirait, mais non, c'est l'air est léger, mais finalement, on respire beaucoup. Hein. Donc, dans une journée, on respire 15 kilos d'air. Donc, c'est beaucoup. Donc, si on expire 15 et demi et on inspire 15, on a perdu un demi-kilo. Et c'est 15%, c'est un vapeur d'eau, et 85%, c'est du CO2. Dans l'importance d'avoir une respiration cellulaire efficace et de savoir respirer pour perdre du poids. Ça, c'est fondamental. perdre du poids et se détoxifier efficacement. C'est détoxifier. Ouais, et ça, c'est vrai que moi, c'est par l'expérience, encore une fois, toute ma formation du jeûne, et puis c'est quand j'étais allé, donc j'étais formé par Désiré Mérien, qui est biologiste, et donc si on ne s'intéresse pas à la biologie, on ne comprend pas. Et les gens disaient, mais je ne comprends pas, Désiré, je perds 1 kilo par jour, mais je ne vais pas aux toilettes. Et il les regardait, puis il dit, et là, le cerveau des gens me dit, mais non, ça pèse rien l'air. Bah si, ça pèse quelque chose. Et quand on est chimiste, quand on s'intéresse aux molécules et à la transformation biochimique, eh bien, on sait l'expliquer. Et c'est vrai que c'est fondamental de comprendre ça. Puis une fois qu'on l'a saisi, on se dit, bah, bien sûr l'urine, bien sûr les selles, mais surtout les poumons, quand on sait qu'on peut avoir 5 litres d'air dans les poumons et peut-être 30-40% au niveau résiduel, voire plus, hein, si on pratique des techniques d'apnée efficaces comme tu les présentes dans ton livre, il y a des gens, des grands apnéistes, ils arrivent à 10-11 litres de capacité pulmonaire, ce qui est gigantesque. Et donc, quand il y a une respiration vraiment efficace, et ben là, on perd du poids en excès, puis surtout, on renouvelle une quantité d'énergie phénoménale parce que notre réservoir à oxygène, ben, il augmente. Et donc, on est plus alerte, on est plus en santé. Et donc, quelqu'un qui est en fatigue chronique, si on lui apprend déjà rien que ça, c'est comme si on lui mettait 2 bouteilles d'oxygène dans le dos. Oui, absolument. Donc ça, c'est un lien fondamental à comprendre pour les gens qui ont des soucis d'énergie. On sait plus ou moins, pour la faire très simple, et je m'excuse si je fais des erreurs sous les cycles des Krebs et tout ça, parce que les noms, je les ai un peu oubliés, mais la production d'ATP se base sur l'oxygène, et en fait, il y a 16 fois plus d'énergie en ambiant aérobique qu'anaérobique. Donc, s'il y a de l'oxygène, on peut produire 16 fois plus d'énergie. Et si on n'a pas d'oxygène, c'est réduit. Donc, on doit être capable de s'oxygéner pour donner l'oxygène
aux cellules, au niveau des mitochondries, pour produire l'ATP et l'énergie. Si d'un côté, il n'y a pas d'oxygène et de l'autre côté, il n'y a pas de mitochondries, ça va être difficile d'avoir de l'énergie. C'est juste biologique, quoi. Ah En fait, voilà, tu as l'image. voilà, Très bien. le cycle du Krebs. Et donc, voilà, c'est vraiment la respiration cellulaire. Alors, là, pour le coup, on n'est que dans de la chimie, dans de la biochimie, mais c'est fondamental. Qu'on parle de respiration ou de nutrition, c'est fondamental. Et ce que tu dis, c'est très important parce qu'on a souvent tendance à confondre le carburant et l'énergie. Le carburant, c'est l'alimentation qu'on va prendre, l'alimentation de manière solide. L'énergie, c'est la respiration et le repos. C'est pour ça que tu as insisté sur cette notion de faire une bonne nuit. Les gens, des fois, ils disent, mais c'est bizarre, on n'a pas mangé, tu dois le voir tous les jours en stage, les gens qui doivent être surpris parce que ça met le cerveau à l'envers. Attends, je mange moins, je fais plus d'activité et j'ai plus d'énergie. Comment c'est possible? Eh bien, simplement parce qu'il ne faut pas confondre le carburant et l'énergie. Le carburant, ben, ça va être les graisses stockées dans le corps dues au résultat d'une nutrition suffisante, voire excessive. Et puis l'énergie, c'est ce qu'on va capitaliser avec notre respiration de manière autonome, seconde après seconde, plus le capital sommeil et repos qu'on va accumuler dans la journée, la détente, la relaxation, la méditation, ça crée de l'énergie. Et ça, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que ça sort du paradigme tout matérialiste qui fait qu'on doit voir, toucher, alors que simplement la respiration et le repos, c'est-à-dire des choses qui sont gratuites et abondantes, permettent d'augmenter l'énergie. Et beaucoup de personnes, pour avoir plus d'énergie, vont prendre des cocktails de vitamines, de minéraux. Alors ça peut être très bien, ou vont chercher à manger plus ou de manière plus optimisée, ce qui peut coûter très cher et être difficile en accès. Par contre, le repos et la respiration, pour peu qu'on ait un peu de nature autour de nous, eh bien c'est inestimable et puis inépuisable en termes de qualité. Donc on pourrait faire même presque encore une vidéo juste là-dessus, sur la différence carburant-énergie. Et quand on lit ton livre, on comprend tout ça en fait. On comprend que la modulation de notre respiration, elle va nous amener dans tel ou tel comportement. Soit la détente, soit l'hypervitalité, mais ça convient à nous de nous écouter et puis ensuite d'aller piocher dans la boîte à outils que tu proposes pour pouvoir déployer une énergie adéquate à nos besoins. Ah ben, c'est sûr que moi, le matin et les soirs, je pratique pas les mêmes exercices de respiration. Voilà. Ça, c'est Ouais, évident. et puis ça va dépendre de notre tempérament. Moi, il y a des fois, je suis très excité, je ne vais pas faire le pranayama. Alors, par exemple, c'est une technique que je pourrais faire le matin. Mais si je me rappelle que je suis déjà à fond, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu. Je vais plutôt faire des respirations plus amples, plus longues, alors qu'elles seraient toniques avec le pranayama. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que surtout toute ma formation que j'avais eue en Inde, moi j'étais allé en Inde il y a 11 ans maintenant pour me former spécifiquement au pranayama avec un sadhu. Et c'était assez spécifique. Et des fois, il disait, tu sais, tu as les tempéraments, tu as les doshas en Ayurveda, Vita, Pitta, Kapha. Et moi, j'étais très Pitta, on va dire, à l'époque. Toi aussi, tu l'es un peu. Et donc, mais c'était beaucoup plus marqué il y a encore 11 ans. Et donc, des fois, il faisait genre, oui, mais attention, ceux qui ont déjà le feu de manière naturelle, ça peut déclencher des effets trop forts. Et puis, comme on le sait, hein, le feu, c'est bien, ça réchauffe, ça ravive, mais des fois, ça peut brûler. Donc, les exercices, pour moi, hein, les exercices respiratoires, tels que tu peux les proposer, puis moi, tel que je les conçois, c'est aussi du développement personnel, c'est aussi une clé de connaissance, une meilleure connaissance de nous-mêmes, sur nos besoins et puis sur nos propres capacités. Exactement. On revient au biohacking et donc cette approche de se connaître et d'utiliser les justes outils pour la juste fonction. Alors, en attendant, on va demander déjà aux personnes, là, il y a plus de 100 personnes qui nous regardent en live. Préparez vos questions pour Leonardo et éventuellement pour moi, s'il y en a. Moi, ça serait plutôt du côté du jeûne intermittent. Mais si vous avez des questions sur le biohacking, sur la respiration, profitez-en. On va prendre quelques minutes avec Leonardo pour en parler parce que ce live, c'est aussi le vôtre. Le but, c'est que ça soit interactif parce que là, Leonardo propose toute son expérience, mais le but, c'est que vous en bénéficiez un peu aussi. Alors là, pour revenir sur le biohacking, toi, on voit que tu t'es hyper spécialisé sur la respiration, tu as parlé des lunettes, etc. Tu as creusé aussi la biochimie et la nutrition. Quels sont les aspects qui t'ont surpris, toi, dans le biohacking, pour lesquels tu t'attendais pas spécialement à avoir de l'affinité ou des résultats? Alors, disons que le biohacking est hyper large et il y a vraiment pour tous les goûts. Hein.
là, il y a pour les corps, pour les mentales, pour la partie méditative, comme pour la partie vraiment concrète, performance. Il y a tout. Il y a des guides de biohacking, il y a des summits de biohacking en Finlande. Il y a toutes les approches. Moi, j'aime bien ce qui est l'approche naturelle. Donc, tout ce qui est exercice et pratique sur lesquels je peux construire et qui m'appartient n'importe où je suis sans avoir besoin d'équipement, ça, j'adore. Je pense que c'est les mêmes principes du yoga, si tu veux. Finalement, c'est les mêmes approches. C'est lui de savoir se maîtriser. C'est pour ça que aussi les livres s'appellent la respiration pour la maîtrise de soi. C'est l'objectif, c'est de savoir, diriger qui nous sommes, parce que finalement, notre objectif dans la vie, c'est pas juste être en santé, c'est être en santé pour faire quelque chose. Quand on se maîtrise, alors on peut le faire. Et après, il y a toute la partie heads-on, si tu veux. On ajoute des choses à soi. Et moi, j'ai découvert un amusement, c'est mon côté scientifique, sur tout ce qui est biofeedback. Et ça, je ne le connaissais pas avant. Et qu'est-ce qu'est le biofeedback? C'est mesurer qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cerveau, dans mon système nerveux. Et en fait, avoir des graphes, des chartes, des quantités pour faire des comparaisons. Et une chose qui m'a beaucoup plu et surpris, c'est ces petits anneaux-là qui s'appellent Oura Ring, qui vient de Finlande et que j'ai trouvé il y a maintenant plus de 2 ans. J'étais un peu parmi les premiers à l'utiliser. Il y avait d'autres qui l'avaient, mais c'était un peu, voilà, pas beaucoup de gens l'utilisaient. Aujourd'hui, c'est très partagé. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens l'utilisent. Et en fait, c'est un outil qui mesure ton rythme respiratoire, ton rythme cardiaque, tes cycles du sommeil, ton métabolisme, de façon simple, hein, certaines choses plus précises, certaines choses un peu moins précises. Et c'est un outil que j'utilise maintenant depuis donc quelques années pour voir un peu les effets de certaines techniques, par exemple la douche froide, la respiration, ou d'autres, la méditation, sur ma variabilité de la fréquence cardiaque, sur ma température au niveau des extrémités du main, qui dit beaucoup par rapport au système nerveux autonome aussi, à la circulation, pour voir en fait les effets de mes pratiques au quotidien. Est-ce que je change ce que je mange, l'horaire? Est-ce que si je fais du jeûne ou pas? Est-ce que je fais trop de sport ou pas? Ça me dit un peu dans quel état je suis intérieurement. Alors, je ne le prends pas comme de l'or qui coule. Ce n'est pas si l'Oura Ring dit ça, alors. Mais par contre, ça me donne des indications. Et ça m'a appris beaucoup sur, en fait, les sommeils, l'importance de la phase anabolique, comment on vit certains efforts à un certain moment, de pouvoir relativiser, parce qu'on a l'impression que c'est tout le temps pareil, mais en fait, des synergies entre les choses font varier énormément les résultats. Et des fois, on a du mal à comprendre qu'en mettant ensemble 2 petits exercices aux 2 facteurs, il y a une synergie entre les deux qui crée un effet exponentiel. Et ça, en fait, c'est la nature non linéaire de la vie qui est magnifique et qui, bon, je n'ai pas compris tout, mais je veux dire, je vois au moins les effets et ça me donne une petite indication chaque jour et je l'utilise. Donc ça, côté biohacking, je ne m'attendais pas parce que je ne le connaissais pas, les biofeedbacks finalement. J'étais, bon, dans la méthode Wim Hof, je connaissais le froid, je connaissais les saunas, les techniques de respiration, les jeûnes intermittents, les sports à haute intensité, je connaissais les lunettes, mais je ne connaissais pas les biofeedbacks. Et une autre chose que j'ai rencontré, ça m'a surpris, c'est les côtés, on appelle aujourd'hui les bulletproof coffee, qui a fait un peu succès parce que c'est marrant et c'est défini comme un outil du biohacking parce que ça travaille sur justement la filière aérobique et les graisses et pas avec la filière anaérobique et les sucres ou les carbohydrates. Et ça m'a bouleversé parce que moi, j'étais toujours quelqu'un qui mangeait beaucoup de carbohydrates. Et je ne connaissais pas ces principes des mélanger un excitant avec une graisse naturelle pour booster les métabolismes des graisses et donc avoir plus d'énergie à jeun, bien sûr, sans manger un biscuit en même temps, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc, c'est Bulletproof Coffee, là, c'est quelque chose de marrant. J'ai bien aimé. Donc, c'est du café avec du gras. Ça peut être de l'huile de coco, du beurre, du cacao. Ça peut être du beurre tout court, voilà. Et en fait, j'ai découvert
petite histoire qui est au Tibet. Ça Ouais. existe depuis très très longtemps. Et c'est Avec le le lait de thé yak. au beurre de yak. Voilà. Ouais. Avec du beurre de yak. Et c'est du thé salé avec du beurre de yak. La première fois que je l'ai bu, franchement, je ne comprenais pas. Mais là, je comprends. C'est très utile pour la chaleur, pour avoir plus d'énergie pour les froids, donc au Tibet. Et pour avoir de l'énergie à jeun. Et donc, ça, c'est intéressant parce que tu peux donc avoir des efforts physiques plus intenses sans manger grâce à ça. Et moi, j'ai vu la différence, c'est énorme. Donc, ça te permet de t'entraîner et faire tout ça à jeun, tout en ayant plus d'énergie et en permettant de développer la filière aérobique de l'énergie, justement. Super. Eh ben, écoute, merci pour les détails. Je vais prendre une question de Robin qui nous demande jeûne et respiration, quelle pratique durant un jeûne court ou un jeûne sec? Donc voilà, les respirations adaptées pendant un jeûne court. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, jeûne court, je ne sais pas, si on dit les jeûnes intermittents, bah, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est des jeûnes très très courts. Dans ces cas-là, je pense qu'on peut s'amuser. Moi, un jeûne intermittent, je fais tout. Même si c'est une journée des jeûnes, par exemple 24 heures, comme moi j'ai plutôt l'habitude, là aussi, la respiration, je l'utilise comme j'utilise un peu dans la vie de tous les jours, avec un accent détox peut-être. Après, sur des jeûnes plus longs, il y a en effet, tu pourras en parler mieux après par la suite, Fabien, mais il y a un aspect hyper intéressant du métabolisme et la respiration qui change. Parce que comme on est à jeun, on n'a pas la digestion et notre consommation d'oxygène réduit et notre production de CO2 réduit aussi. En fait, on a besoin de respirer beaucoup moins. Donc, tout ce qui est apnée, on peut faire des exercices de respiration très lentes, très légères et des apnées avec une très grande facilité. Et ça, je me suis amusé pendant mes jeûnes à faire toutes mes pratiques des Bolt, des Buteyko, d'Oxygen Advantage, vraiment sans forcer, parce que quand on est à jeun, il faut y aller doucement, mais tu vois qu'il y a un impact sur les corps par la respiration qui est conséquent, parce qu'il n'y a plus la dilution de la nourriture et des excitants qui sont dans ton corps. Donc ton corps, il est dans une bonne santé cellulaire et il capte beaucoup les exercices de respiration. Et donc, par exemple, tous les exercices d'hypoventilation sont plus simples. Tout ce qui est Buteyko, tout ce qui est Oxygen Advantage. Et tous les exercices d'hyperventilation, ils ont des effets augmentés. Donc, par exemple, la respiration Wim Hof, je l'ai fait beaucoup plus doucement, uniquement par les nez, parce que sinon, on les sent, c'est vraiment hyper fort. Voilà. Mais toi, tu peux continuer par rapport à tes jeûnes qui sont plus longs. Oui, les jeûnes plus longs, et ben là, en fait, je dirais, c'est comme le sport. C'est-à-dire, les gens me disent depuis le jeûne et le sport. Ben, je dis, si tu fais un sport d'endurance, c'est OK, tu vas pas sentir la différence. Si tu dois déclencher des sprints, et là, pour le coup, ben, avoir du glucose à arriver rapide, ça va être un gros problème. Donc, sport de fond, c'est-à-dire tranquille, déployer de l'énergie longuement, mais tranquillement, c'est OK. Par contre, de manière intense, ça va être plus problématique. Et pour la respiration, ben, moi, je remarque que c'est la même chose. Donc, il y a des gens, je leur dis des fois, quand on fait la biorespiration, on la fait le soir. Alors, pendant un temps, je la faisais le matin, donc c'était vivifiant, mais par contre, l'énergie est déclinée après, parce qu'on allait puiser dans des ressources, et donc il y avait moins de détox. Et donc, avant de rentrer dans le moment plus tranquille de la soirée, là, je fais la biorespiration, les gens récupèrent avant de repasser en phase anabolique le soir, donc je la mets à 18 heures. Et donc, c'est souvent le conseil que je dis, c'est va plutôt vers des exercices lents mais profonds. Et puis, quand tu te sens vraiment en activité, là, tu peux déployer vraiment quelque chose de puissant. Et c'est vrai que c'est assez significatif. Et quand je vois les gens qui sont dans des gros moments de détox, là, je leur fais faire des exercices vraiment forts. Et puis, là, on voit des grosses pertes de poids qui suivent dans la demi-journée suivante par le mécanisme dont on a parlé. Alors, il y a une question de Thibaut qui est: est-ce que le café ne tire pas trop sur les glandes surrénales? Le type de le café mélangé à des acides gras. Après, moi, j'en prends un. Hein. C'est juste aussi une question des quantités. Et c'est aussi une question des flores, des microbiomes intestinales. Bon, chacun réagit au café de façon différente. L'effet d'ajouter du gras, justement, ça protège un peu.
au niveau de l'estomac, ça passe mieux. Et après, bien sûr, la quantité. Je parle d'un café. Si tu enchaînes et tu en prends trop, peut-être ça peut trop exciter. Donc aussi déshydrater, perdre un peu de liquide, t'exciter un peu trop. Donc je pense que c'est aussi en fonction de chacun de voir comment le corps réagit. En général, il y a des avis partagés par rapport au café, acidifiant, pas acidifiant, bon ou pas bon. Il y a toutes les études par rapport à ça. Donc moi j'ai lu tout et son contraire. Ça doit passer bien. Si on souffre, c'est pas la peine. Si ça nous fait du mal, aux toilettes, qu'on stresse, qu'on transpire, qu'on se sent... Non, ça, il ne faut pas le faire. Et puis, en cas d'épuisement chronique, si la personne, je pense que la question, c'était peut-être, en cas d'épuisement chronique, on a du cortisol qui est tout le temps à la ramasse. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de prendre du café à ce moment-là. Déjà, on se restabilise, notamment avec des exercices types comme la cohérence cardiaque, où là, bien, on travaille sur le cortisol en profondeur et ensuite, on peut aller vers cela, puis en écoutant le corps de manière instinctive, comme tu le décris. Ouais. D'ailleurs, pour la cohérence cardiaque, question, lors de la cohérence cardiaque, la respiration doit-elle être abdominale, thoracique ou les deux? Lors de la cohérence cardiaque, c'est plutôt abdominal ce qui est conseillé. Après, si on ne sait pas faire la respiration abdominale, on ne se concentre pas trop sur la zone et on essaye de garder les rythmes et les bonnes postures émotionnelles et mentales. Mais si on peut, c'est la respiration abdominale. De manière générale, on va favoriser la respiration abdominale. Alors, j'ai beaucoup parlé de biorespiration. Je renvoie sur ma chaîne YouTube. Vous tapez mon prénom, mon nom, Fabien Moine, biorespiration. J'ai une vidéo qui explique, enfin non, c'est un audio, c'est juste un audio, qui explique, ça date d'il y a 5-6 ans, comment fonctionne la biorespiration. Et là, au contraire, c'est une respiration thoracique. Mais parce que l'effet, c'est de désaturer en CO2. Et donc, on va vider le volume d'air résiduel. Donc, globalement, on a plutôt des respirations abdominales. On parlait du pranayama tout à l'heure ou le soufflet de force, parce que justement, là, on travaille vraiment même sur le nombril, à le rapprocher le plus de la colonne vertébrale. Et puis, on va rajouter des bandas derrière, bander la gorge, le périnée plus le nombril. Donc là, on est vraiment sur une chaîne abdominale. Par contre, quand on est sur une respiration où on va désaturer en CO2, là, il faudra évidemment travailler sur le thorax, voire même mettre un poids sur l'abdomen pour qu'il ne rentre pas en fonction pendant cette respiration-là. Donc, globalement, on va dire 80-90% du temps, les techniques respiratoires vont être abdominales et nasales, mais parfois, on va faire fonctionner le nez et la bouche, et des fois que le thorax. Ça va dépendre de l'effet recherché. Et c'est pour ça, quand on dit la respiration, ça veut tout dire et rien dire. Comme tu le dis, toi, tu peux pratiquer 50 techniques respiratoires, elles ont toute une utilité, et puis tu vas aller picorer dedans de manière opportuniste selon ce que tu veux développer dans ton corps par rapport à tes besoins du moment, qu'ils soient très brefs ou très longs. Par exemple, si c'est une grande compétition, une grande épreuve de force, une épreuve même de concentration, comme des examens, on ne va pas se préparer de la même façon. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la respiration, sur ce que propose Léo sur sa chaîne YouTube. Et puis, évidemment, si avec Exuvie, on a choisi d'éditer son livre, c'est parce qu'il est extrêmement pédagogique et surtout qu'il est pratique. C'est un guide pratique. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant chez Exuvie, c'est le dire, je m'approprie ce savoir-là, je développe de la compréhension pour me mettre en action dynamique et puis améliorer ma santé pour pouvoir mieux me réaliser dans la vie. Donc, je te remercie encore une fois de la confiance que tu m'as témoigné, à moi puis aux éditions Exuvie. C'est un livre qui marche très bien. Là, cumulé en langue italienne, on en est à 5000 exemplaires, à peu près. On a calculé tout à l'heure. Donc, on peut dire que c'est un vrai succès, surtout dans le monde de l'édition. Donc, voilà, je suis très heureux de participer à cela avec toi. Bien sûr, on va continuer de le mettre en avant parce qu'on n'a que des retours positifs sur ton livre. Toi, tu en as en stage et nous, on a des lecteurs qui nous écrivent. On a beaucoup de lecteurs qui, justement, moi je suis très connu pour le jeûne, qui commandent chez Exuvie parce qu'il y a beaucoup de livres sur le jeûne et qui le mettent dedans, puis qui disent ah ouais, j'ai encore augmenté mon savoir ou ma connaissance dans quelque chose. J'étais beaucoup dans l'alimentation, dans le jeûne, mais en fait la respiration, ça m'amène encore un plus. C'est le but, c'est qu'on ouvre, qu'on ne dise pas cette technique est la meilleure, c'est l'assemblage de plusieurs techniques qui nous rendent mieux autonomes, nous permettent de dépasser notre niveau de santé encore. Et
d'être plus joyeux et Et on rayonnant. découvre qu'il y a une très belle synergie entre les jeûnes et la respiration. Et la question tout à l'heure était intéressante et l'aspect détox qui en fait là il y a la synergie par exemple. Les jeûnes c'est aussi pour la détox et tu peux les faire avec la respiration et donc par exemple d'expirer par la bouche ça augmente la détox. Donc si tu veux faire de la détox tu inspires nez et tu expires bouche. Mais si tu veux pas le faire tu inspires nez et tu expires nez et si tu veux augmenter ta détox, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle la respiration yogique complète, ventre, intercostal et poitrine dans un seul acte respiratoire pour augmenter la ventilation et donc augmenter aussi la détox. Et c'est magnifique. Je pense qu'il y a un lien très beau entre jeûne et respiration. D'ailleurs, souvent, quand on regarde le jeûne de manière... il était laïque et après, il a été utilisé comme outil pour les religieux, mais à chaque fois, quand on lit les textes, quelles que soient les religions, il y avait l'importance de la prière et de la respiration. Et souvent, les prières, les mantras, enfin, quel que soit, eh bien, il y avait une séquence respiratoire qui était inclue dedans. Donc, on pourrait partir très loin, mais le jeûne et la respiration ont toujours été associés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça permet de développer une meilleure écoute du corps, une meilleure action dynamique du corps. Bref, on pourrait en parler des heures. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Je te remercie beaucoup, Leonardo, pour cet échange. Avant qu'on en vienne à faire d'autres, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer très très vite pour pouvoir partager des exercices en vidéo. Ça sera notamment sur la méthode Wim Hof, parce que je pense que ça sera intéressant et ça intéresse beaucoup de monde. En attendant, j'invite les personnes à aller voir ta chaîne YouTube, donc Inspire Potential. Vous tapez ça dans YouTube et puis là, tu montres des exercices de manière pratique. Je vous encourage aussi à aller voir l'article sur exuvie.fr dans la partie blog sur le biohacking et puis bien sûr ton livre, La respiration pour la maîtrise de soi, aux éditions Exuvie. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Un petit commentaire et un petit like sous la vidéo pour le référencement. Je vous dis à très bientôt. Comme toutes les semaines, on interviewe quelqu'un en live qui permet de s'autonomiser. Nous remettons nos lunettes, nous repartons, nous téléporter dans nos sphères respectives. Prenez soin de vous et à très vite.